Je vais vous raconter mes switches, il y en a plutôt plusieurs qu'un seul. Et avant, vous parler du très très gros handicap que j'ai dû surmonter. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont le même handicap. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Et le féminin emporte en général ici. Vous connaissez le syndrome de la bonne élève ? Il y a au moins 3 problèmes qui sont associés à ça. Le premier, c'est que la bonne élève ne raisonne pas du tout en termes de projet, de motivation, d'initiative, plutôt dans une passivité, pas nécessairement une paresse, mais une passivité de se laisser porter par le chemin scolaire, sans se demander ce qu'elle veut. Le deuxième problème de la bonne élève, c'est qu'elle aime lire, écrire, les choses abstraites, elle n'est pas forcément dans l'exécution, elle n'est pas forcément dans la réalisation de projets concrets. Et puis le troisième problème, c'est que la bonne élève a un besoin de reconnaissance absolument permanent, une espèce de besoin de reconnaissance qui s'incarne dans la bonne note. Donc, besoin de bonne note, mais sauf que la bonne note, ça n'existe pas dans la vie. Et en fait, c'est un handicap parce que tout ce qui fait la bonne élève, ces 3 problèmes, dans la vie réelle, c'est sacrément handicapant. La bonne note, ça n'existe pas. La reconnaissance, il faut se la donner à soi-même, la note n'existe pas. Les projets, il faut les porter, il faut les présenter parce que personne ne vient vous chercher. Et la bonne élève ne comprend pas qu'on ne vienne pas la chercher pour ses bonnes notes. Viens, non, la bonne élève attend passivement. Et puis le troisième problème, c'était la bonne note, le besoin de reconnaissance et le chemin imposé. Évidemment, elle arrive dans la vie réelle sans savoir le moins du monde où aller, quoi faire et quoi faire de ses bonnes notes. Donc j'étais l'archétype de la bonne élève. Les bonnes notes, c'était ma cam. J'adorais ça, les petits desserts, tout ça. Donc je me laisse porter, l'école, bon lycée parisien, classe prépa. Alors la classe prépa, oui, il y a eu un mini choix. Je suis allée vers le truc du non-choix, c'est-à-dire la prépa HEC. C'était le non-choix parce que tu peux tout faire. Avec HEC, tu peux tout faire. Donc c'était vraiment le non-choix. La prépa, j'ai adoré, très bien. Je me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire parce que on m'a dit avec HEC, tu peux tout faire. Et puis, j'étais une ado des années 90, donc j'avais vu beaucoup de pubs avec Cindy Crawford, un attaché caisse, les grands cheveux comme ça qui allait dans les réunions. Elle avait l'air très heureuse, femme puissante. J'aimais bien l'idée de la femme qui a une certaine puissance, une belle carrière, etc. On ne sait pas du tout ce que fait Cindy Crawford. Cindy Crawford dans ses pubs, hein, mais bon, elle a des beaux cheveux. Hein. Et donc la prépa, elle s'est très bien passée, ultime bonne note, j'intègre HEC. J'étais fière, j'étais contente. C'était un moment d'émotion incroyable, c'était l'ultime bonne note. Et alors j'arrive en école de commerce et le vide total. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que c'est pas fait pour moi ? Enfin, j'ai rien retrouvé de tout ce qui me plaisait. On n'était plus du tout dans les idées abstraites, c'est des choses assez concrètes, puis ça fonctionne par projet. Enfin, il y a des gens qui s'éclatent en école de commerce. Moi, ça a été un désastre, un vrai désastre. J'ai fait une dépression. Heureusement, j'avais le sport. J'ai fait du sport, des arts martiaux, tout le temps. Et ma vie n'était pas dans l'école de commerce. Et puis, il a bien fallu quand même trouver du travail. Et pour trouver du travail juste après, commencer à rembourser mon emprunt, etc., j'ai pris un peu n'importe quoi. C'était une année de crise, on n'embauchait pas du tout dans les secteurs qui m'intéressaient, on n'embauchait pas dans la culture. J'avais fait un mémoire sur le financement du cinéma, j'ai fait des stages dans la culture, dans le cinéma, etc. Il n'y avait pas un boulot là-dedans, donc j'ai pris un boulot de commercial. Ça, on embauche toujours les commerciaux. Pour une transition, ça peut faire l'affaire. Un boulot de commercial en SS2I, Société de Services Informatiques. Alors ça a été spécial, je peux le dire. J'avais des listings avec des appels téléphoniques à faire 500 appels par jour. Est-ce que vous avez besoin de services informatiques ? Alors soit c'était non, 99 fois sur 100. Une fois sur 100, c'était oui, mais ma société n'était pas dans la liste de leurs prestataires. J'ai pas compris comment on cassait ce truc-là. Je comprenais rien à ce que je vendais. J'étais nulle comme vendeuse. Enfin, j'étais vraiment nulle. C'était une catastrophe. Et puis petit à petit, non seulement ça marchait pas, mais en plus ça commençait par me miner terriblement. J'avais une boule dans le ventre tous les matins en allant au travail. Je voyais le malheur partout. Pour moi, le travail, c'était une torture. C'était vraiment le tripalium, quoi. C'était aller au travail, se lever, c'était vraiment très très douloureux. Et c'est arrivé à un point où je souffrais tellement que je me suis dit c'est impossible. En fait, je pense que je préférerais faire n'importe quoi d'autre, mais n'importe quoi.
Donc je me suis dit, c'est pas grave, je lâche. De toute façon, je gagnais pas bien ma vie parce que les commerciaux, ils ont un variable et un fixe. Quand le variable est nul, forcément on a que le fixe. Donc je me dis, avec des petits boulots, j'arriverais à peu près à avoir le fixe. C'était pas très difficile. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors là, j'ai fait plein de choses. J'ai été vendeuse dans un magasin, j'ai été serveuse. J'ai même fait vigile. J'ai passé dans un magasin de fringues parce que comme je faisais toujours autant d'arts martiaux dans mon dojo, j'avais eu un bon plan, on cherchait un vigile. Je portais très bien le kimono, hein, donc même en jean, j'étais convaincante en vigile. Donc voilà, j'ai fait toutes sortes de choses et puis avec derrière un travail où je me dis qu'est-ce que je vais faire et où je vais. Et ma vraie vie, elle était vraiment dans le sport à ce moment-là. Je faisais 15 heures d'arts martiaux toutes les semaines. Tout ce qui m'intéressait, c'était de passer mon deuxième dan. Tout ce qui m'intéressait, c'était de combattre toute la journée, d'être sur ma vie sociale. Tout était au dojo, tout était dans les arts martiaux. Mais il a quand même fallu un moment me poser la question de où est-ce que je pouvais aller. Donc j'ai fait un travail de switch collectif, on va dire, à moi toute seule, avec mes petits moyens, en me disant mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je vais. Et je me suis recentrée sur ce qui était mes fondamentaux, c'est-à-dire l'école. J'aimais l'école, j'adorais l'école. J'aime lire, j'aime écrire, j'aime transmettre. J'aime réfléchir à des idées abstraites, en parler, les rendre claires, les rendre limpides. J'aime accompagner les gens dans cette manière de s'éclairer sur les choses. Et donc naturellement, je me suis dit qu'il fallait que je sois prof. Et je me suis souvenue que quand j'étais petite, je fantasmais beaucoup là-dessus. J'avais fait beaucoup de jeux enfants, j'avais un tableau, j'étais prof, j'enseignais, etc. Donc j'ai entamé ce premier gros switch assez radical en me disant je vais passer les concours de la fonction publique. Alors HEC, j'ai rien appris, mais au moins j'avais un équivalent Bac+5 qui me permettait de passer n'importe quel concours de la fonction publique. Donc j'ai pu direct préparer le concours. J'ai entamé une vie de moine où je lisais du matin au soir, je préparais le concours. J'ai passé l'agrégation. Alors, la matière, oui. Quelle matière, ça, effectivement. La matière, en fait, je m'en fichais un peu. J'étais prête à enseigner n'importe quoi. Donc, je me suis dit, alors, économie, j'aime bien l'économie. L'allemand, parce que je suis moitié allemande, ouais, j'aime bien l'allemand. Mais alors, on recrute, les profs d'allemand, c'est vraiment en déclin. C'est un peu triste d'avoir des classes dont les effectifs chutent jour après jour. Donc, l'anglais, sympa, fun. J'adorais le cinéma, donc l'anglais. Donc, j'ai travaillé comme une brute pour préparer l'agrégation. Et là, ça a été un retour du grand plaisir de la bonne élève, parce que son kiff, c'est d'écrire des dissertes, etc. Donc j'étais bien dans mon élément. J'avais des profs de fac passionnants. Il y a eu Dracula, concours d'agrég cette année-là. C'était vraiment, vraiment génial. Et puis j'adorais tout ce qui était histoire, politique des États-Unis, etc. Donc je commençais à vraiment beaucoup travailler. Et puis la bonne élève a eu sa récompense, elle a eu son agrégation. Donc, elle était contente et rentrée en poste. Alors souvent le moment où les gens passent le concours et ils arrivent devant une classe, c'est un moment difficile. Moi je l'avais vraiment choisi et ça a été quand même ça s'est bien passé. J'ai pas été envoyée au front dans des endroits très compliqués, très difficiles. J'ai été envoyée dans un lycée parisien, ça s'est très bien passé. J'ai demandé j'ai candidaté pour un poste en prépa, logique, venant de prépa, et d'un coup tout a fait sens. Il y a une inspection qui s'est très bien passée, j'ai expliqué, voilà, HEC, agrégation, en fait, voilà, c'est 2 casquettes, je suis très bien placée parce que les étudiants, je peux les accompagner par là où je suis passée, ça fait sens, tout faisait sens en fait, tout d'un coup ça devenait cohérent, ça devenait, ce qui était complètement chaotique devenait tout d'un coup cohérent. Et donc j'ai enseigné en prépa HEC, donc l'anglais, la civilisation, l'histoire politique, et en particulier l'histoire politique des États-Unis. Ce que j'ai enseigné aussi à Sciences Po, où j'ai enseigné pendant 8 ans la politique américaine. Et j'ai enseigné 9 ans, voilà, 9 années complètes, et je pense que j'aurais pu continuer encore très longtemps, parce que si la vocation existe, dont je doute, ça serait celle-là, pour moi, celle d'enseigner. Sauf que, en fait, les années passent et puis il y a quand même une routine qui s'installe et puis c'est très cyclique, c'est très répétitif. Être devant une classe, c'est passionnant, mais les copies, les 30-40 heures de copies de 4 heures ou 5 heures de concours, c'est très lourd, c'est très fatigant.
le regard des gens sur les profs aussi, qui à un moment commence à être, les blagues sur ah t'es encore en vacances, ça va 2 secondes. Alors je leur expliquais comme ça très sérieusement, puis j'avais compris que c'était pas la bonne manière. Mais figure-toi que je travaille la moitié de mes vacances, ce qui veut dire que j'ai à peu près le même nombre de congés que toi. On est sur la défensive comme ça, c'est insupportable. Donc il y a ça, je pense, le regard. Il y a le côté très très répétitif des rituels. Le fait que l'éducation nationale ne permet pas du tout de mobilité, de mouvement, de changement, en fait, n'encourage pas l'ambition sous quelque forme que ce soit. Et donc petit à petit, en fait, je sentais que je commençais à... le temps passait de plus en plus vite, c'est un paradoxe, parce que c'était trop répétitif. Donc j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et j'ai commencé à slasher. J'ai commencé à faire des side projects, j'ai commencé à travailler, à produire du contenu pour un cabinet de conseil, à aller à des meet-up, à rencontrer des startups, à faire un programme de formation qui s'appelle Coup d'État The Family, où j'ai rencontré ces 2 dames. Et à m'intéresser au numérique, à m'intéresser à ce qui se passait là-dedans. Et puis il y avait une intersection aussi entre la politique américaine et puis la Silicon Valley et les startups américaines. Et donc il y avait tout ce sujet-là qui bouillonnait, qui me passionnait. Et donc petit à petit, à force de rencontrer des gens, des entrepreneurs, des startups, etc., je me suis dit, il va falloir que je change, en fait, que je quitte. Et j'ai compris que ça serait plus facile de partir à l'étranger finalement. Parce qu'en France... vous êtes prof, vous êtes tout de suite vraiment dans une case, on ne s'intéresse pas, on ne vous demande pas ce que vous avez fait, on ne vous demande pas sur quoi vous avez travaillé, c'est beaucoup plus difficile. Donc je me suis dit, quitte à faire un switch radical, autant partir à l'étranger. Donc je suis partie à Londres pour travailler dans une entreprise américaine de la Silicon Valley. C'est plus une start-up, c'est une grosse licorne. Et j'ai travaillé dans les ressources humaines, donc pour recruter des talents, notamment français, mais aussi dans le reste de l'Europe, des ingénieurs, des super informaticiens, des gros cerveaux, etc. Et donc ça a été une expérience qui était assez passionnante parce que j'ai beaucoup bougé, parce que je suis allée à Tel Aviv, je suis allée passer être formée en Californie, travailler en Allemagne, j'ai énormément bougé en quelques mois, c'était passionnant, puis c'était des gens très brillants. Sauf que ça ne me convenait pas du tout. Et ça ne me convenait pas du tout parce que j'avais pris l'habitude de travailler en fait de manière très autonome et que d'un coup j'intégrais une structure où les gens travaillaient tout le temps, ils avaient 25 ans, ils avaient pas de vie de famille, pas d'enfants, pas de conjoint, pas d'attache. Donc c'était normal de m'envoyer là, et parfois je voyais pas mes enfants pendant 2 semaines d'affilée, et puis hop, je repartais encore et je les envoyais pas. Donc c'était trop dur, puis il me manquait une dimension aussi de réflexion, Donc en fait, j'ai quitté en me disant, voilà, il me fallait ça comme étape intermédiaire pour atteindre le stade où je suis maintenant, qui est switcher-slasher, c'est-à-dire que je suis... C'est beaucoup plus dur de répondre à la question, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je recompose les éléments du prof de manière freelance pour travailler sur des projets qui m'intéressent et qui me passionnent. Ce qui me passionne, c'est le numérique, c'est les questions du futur du travail, de la politique, de l'économie, etc. Donc j'écris. J'ai commencé à écrire petit à petit de plus en plus sur les questions du futur du travail. On discutait beaucoup avec Clara et Béatrice sur ces sujets-là. Et puis quand elles ont lancé Switch Collective, j'ai suivi ça de très 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 près. Et maintenant j'ai rejoint l'aventure Switch Collective. Donc ça c'est vraiment un projet absolument passionnant. Et puis à côté, donc j'écris, je produis du contenu pour Switch, je produis du contenu maintenant de plus en plus sur les mêmes sujets aussi pour d'autres boîtes. Je suis copywriter parce que du coup j'écrivais en anglais, donc souvent il y a des gens en anglais pour des startups, etc. Et je combine tout ça avec une manière autonome où je travaille j'habite toujours à Londres, mais je bouge, je vais à Paris, je vais où j'ai besoin d'aller. Et je pense que ce dont il faut avoir conscience en fait, c'est qu'on peut tout à fait recomposer un travail à partir de plusieurs éléments. Et qu'une des manières d'y parvenir, c'est, si vous en avez un peu de temps et si vous avez des idées, c'est de prendre des side projects, c'est de participer à des projets, de faire des rencontres, de participer à des projets, y compris de manière complètement bénévole, juste pour le plaisir, juste pour l'intérêt, et qu'on peut en fait trouver du sens en faisant plusieurs choses plutôt qu'une seule, et que la solution c'est pas forcément de tout quitter du jour au lendemain, et que si vous le faites en fait c'est parce qu'en amont vous avez fait 10 choses différentes avant et que vous en fait vous avez constitué votre réseau, vous avez préparé vos projets ou votre projet. Et donc il y a plein de manières de switcher et il faut avoir en tête qu'on peut aussi, ça peut être plein de manières en même temps et pas seulement la pleine. Voilà, merci.